Le marteau s'abattit sur l'acier chauffé à blanc avec des coups précis. James Danner travaillait le métal dans son garage. Chaque coup était calculé et maîtrisé. Des étincelles dansaient dans l'air de novembre tandis qu'il façonnait ce qui allait devenir un couteau à découper sur mesure, un cadeau de Thanksgiving qu'il préparait depuis des semaines. La sueur perlait sur son front malgré le froid. Le rythme familier du travail du métal lui libérait l'esprit, comme lors de ses jours les plus difficiles après son retour d'Afghanistan. L'acier ne mentait pas. L'acier ne manigançait pas. L'acier répondait au travail honnête. La voix de James Ruby transperça le garage comme une lame. Entrez. Nous avons des invités dans 2 heures et rien n'est prêt. Il posa le marteau et s'essuya les mains sur un support usé. Par la porte ouverte du garage, il pouvait voir leur maison, un modeste 2 étages à Fort Collins dont Ruby se plaignait constamment qu'il ne soit pas assez bien. Le genre de maison pour laquelle la plupart des familles seraient reconnaissantes. Mais Ruby en voulait toujours plus. James franchit la porte de la cuisine et découvrit le chaos. Ruby se tenait au comptoir, ses cheveux blonds tirés en arrière, son téléphone coincé entre son oreille et son épaule, tandis qu'elle coupait des légumes avec une précision rageuse. « Non, je ne peux pas reporter, dit-elle sèchement au téléphone. Il faut que ça se passe aujourd'hui. Elle raccrocha et se tourna vers James, ses yeux bleus pétillants d'irritation. « Où étais-tu ? J'ai tout fait toute seule. Je travaille sur ton couteau, dit James d'une voix calme. Celui que tu as demandé. L'expression de Ruby s'adoucit pendant exactement 2 secondes. Ah oui. C'est vraiment mignon. Son téléphone vibra de nouveau. Elle jeta un coup d'œil à l'écran et le retourna rapidement face contre terre sur le comptoir. James le remarqua. Il avait beaucoup remarqué ces derniers temps. Qui appelle, demanda-t-il. Des trucs pour le boulot. Tu sais comment c'est. Ruby se retourna vers les légumes, mais ses mouvements étaient saccadés maintenant. Nerveux, Oliver apparut dans l'embrasure de la cuisine, ses cheveux noirs lui tombant dans les yeux. À 16 ans, il avait hérité de la carrure et de l'intensité tranquille de James, mais quelque chose le rongeait. James le voyait à la ligne tendue de ses épaules, à la façon dont sa mâchoire se serrait en regardant sa mère. Maman, Samantha est en haut en train de pleurer. Oliver a dit qu'elle ne voulait pas me dire pourquoi. Ruby fit un geste dédaigneux de la main. Elle dramatise. Tu sais comment elle est. James étudia le visage de son fils. Le regard d'Oliver croisa le sien un bref instant, et James vit quelque chose qu'il savait. La peur. Le genre d'expression qu'un soldat a quand il sait que l'ennemi est proche, mais ne peut pas cerner la menace. Je vais lui parler, dit James. Pas le temps, interrompit Ruby. Les Kenner seront bientôt là. Et tante Lydia est ton frère. Mon Dieu, je n'arrive pas à croire que tu aies invité Hank. Il est probablement déjà saoul. James sentit sa mâchoire se serrer. Hank est clean depuis 6 mois. C'est vrai. Jusqu'à aujourd'hui. Le téléphone de Ruby vibra de nouveau. Cette fois, elle le saisit rapidement, lut le message et tapa une réponse rapide. Qui t'envoie un SMS, demanda Oliver, la voix plus sèche que d'habitude. Ruby releva brusquement la tête. Excusez-moi, votre téléphone. Il n'a pas arrêté de sonner toute la journée. Ça ne vous regarde pas, jeune homme. James observa l'échange avec un malaise grandissant. Oliver avait toujours été respectueux envers sa mère, même quand elle le poussait à bout. Mais maintenant, le gamin avait l'air de vouloir dire quelque chose qui mettrait le feu à la maison. Oliver, dit James doucement. Aide-moi à finir le couteau. 20 minutes. Son fils hocha la tête et le suivit jusqu'au garage. Dès qu'ils furent seuls, Oliver attrapa James par le bras. Papa, il faut qu'on parle. Pas ici. Pas maintenant, mais bientôt. Qu'est-ce qui ne va pas? Oliver jeta un coup d'œil vers la maison, puis secoua la tête. Je ne peux pas. Pas encore. Mais promets-moi que quand je te le dirai, tu m'écouteras. Écoute vraiment. James étudia le visage de son fils. Quoi qu'Oliver sache, c'était énorme et ça le rongeait. Je te le promets. La voix de Ruby résonna depuis la cuisine. James, ils sont là. Par la fenêtre, James regarda la BMW noire de Michael Kenner s'engager dans leur allée, suivie de la vieille Honda de tante Lydia. La BMW coûtait plus cher que ce que la plupart des gens gagnaient en un an, ce qui était étrange étant donné que Michael travaillait dans le conseil aux entreprises.
James n'avait jamais apprécié cet homme, et pas seulement à cause de son sourire huileux et de ses costumes hors de prix. Il y avait quelque chose d'étrange chez Michael Kinnear, quelque chose qui faisait crier le danger à James. Tess Kinnear descendit du siège passager, ses mouvements prudents et contrôlés. C'était une belle femme, mais il y avait en elle une fragilité comme du verre prêt à se briser. James s'était toujours demandé ce qui la maintenait mariée à Michael. Tante Lydia sortit de sa Honda, une femme au visage sévère d'une soixantaine d'années qui n'avait jamais approuvé le mariage de James avec sa nièce. Elle avait toujours pensé que Ruby pouvait faire mieux qu'un simple soldat. Et elle n'avait jamais hésité à exprimer cette opinion. C'est l'heure du spectacle, marmonna Oliver. Ils rentrèrent dans la maison tandis que les invités approchaient de la porte d'entrée. Ruby s'était métamorphosée, passant de femme au foyer harcelée à hôtesse parfaite en l'espace de 2 minutes. Son sourire était éclatant, sa posture détendue, sa voix chaleureuse lorsqu'elle ouvrit la porte. Michael, Tess, tante Lydia, entrez. Entrez. Michael entra le premier, sa présence emplissant la pièce comme une fumée. Il était grand et mince, avec des cheveux argentés et des traits anguleux. Tout en lui criait argent et pouvoir, et pour James, ces 2 armes étaient entre de mauvaises mains. Tante Lydia le suivit, son regard critique balayant l'intérieur modeste de la maison. Ruby, ma chère, l'endroit a l'air chaleureux. Ce n'était pas un compliment. Ruby, tu es magnifique, dit Michael en se penchant pour l'embrasser sur la joue. Le contact dura un instant. James sentit ses muscles se tendre. James. Michael lui tendit la main. Content de te revoir. James la serra, remarquant la poigne souple et les ongles manucurés de l'homme. Michael, comment vont les affaires de l'atelier de métallurgie? Tu joues toujours avec le feu? Le sourire de Michael n'atteignit pas ses yeux. Toujours à fabriquer des choses qui durent, répondit James. Tess s'avança, son sourire sincère mais fatigué. James, merci de nous accueillir. La maison est magnifique. C'est tout, Ruby, dit James en regardant sa femme. Et Michael échangeait un nouveau regard. Rapide, mais chargé de sens. Samantha apparut dans l'escalier, le visage bouffi par les larmes. À 14 ans, elle avait encore cette confiance innocente envers les gens que James aimait et dont il s'inquiétait à la fois. Dans un monde peuplé de Michael Kinnear, la confiance pouvait coûter la vie. Salut, M et Madame Kinnear, dit-elle doucement. Voilà notre petit artiste, dit Michael, toujours en train de peindre ses jolis tableaux. Samantha hocha la tête et se rapprocha de James. Il passa un bras protecteur autour de ses épaules. La porte d'entrée s'ouvrit à nouveau et l'oncle entra. Le frère aîné de James avait bonne mine, le regard clair, les mains fermes, des vêtements propres. 6 mois de sobriété, c'était la plus longue période que Hank avait tenue depuis des années. Désolé pour le retard, dit Hank. La circulation était infernale. Il marqua une pause en voyant les invités. Michael, Tess, Lydia, Hank. La voix de Michael se calma de quelques degrés. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Tante Lydia. Son expression s'assombrit encore davantage. Je pensais que c'était un dîner de famille. Dîner de famille, dit simplement Hank, la mâchoire serrée. Il regarda James. Merci de m'avoir invité, mon frère. Le sourire de Ruby se crispa. Bon, maintenant que tout le monde est là, pourquoi ne pas s'asseoir? Le dîner est presque prêt. Alors qu'il se dirigeait vers la salle à manger, James croisa le regard de Hank. Son frère haussa un sourcil légèrement interrogateur. James fit un signe de tête en direction de Michael et Ruby, puis secoua imperceptiblement la tête. Hank avait passé 15 ans comme agent pénitentiaire avant que son alcoolisme ne lui coûte son emploi. Il savait décrypter les gens, repérer les mensonges et les intentions cachées. Et là, James avait besoin que quelqu'un d'autre le voie. Le dîner était une représentation. Ruby jouait l'hôtesse parfaite. Michael, l'invité charmant, Tess, l'amie reconnaissante. Mais sous la surface, des courants de tension coulaient comme de l'électricité. James regarda la main de Michael effleurer les rubis tandis qu'elle servait le dessert. Il vit le visage de sa femme rougir lorsque Michael complimenta le repas. Il regarda Oliver pousser la nourriture autour de lui. Son assiette, les yeux assombris par un savoir qu'il ne pouvait ou ne voulait partager. Lorsque le téléphone de Ruby vibra pour la 12e de fois, Michael fut le premier à parler. Une femme populaire ce soir, dit-il en riant.
Le travail ne s'arrête jamais, répondit Ruby, mais elle ne vérifia pas le message. Quel genre de travail requiert autant d'attention à Thanksgiving, demanda Hank d'une voix décontractée, mais son regard perçant. Le sourire de Ruby vacilla. Tu sais comment c'est. James l'ignorait. Ruby travaillait à temps partiel au traitement des demandes d'indemnisation pour une agence locale. Rien d'urgent, rien qui exige une communication constante. Tu devrais peut-être l'éteindre, suggéra James. Profite bien de ta famille. L'espace d'un instant, le masque de Ruby glissa. James lut quelque chose de froid et de calculateur dans son regard avant que la chaleur ne revienne. Tu as raison, dit-elle en éteignant le téléphone avec un éclat théâtral. La famille avant tout. Mais James remarqua que Michael consultait son propre téléphone 2 fois en 10 minutes. Après le dîner, les adultes s'installèrent dans le salon tandis que James aidait à débarrasser la vaisselle. Oliver apparut à son côté, les mouvements rapides et nerveux. « Papa, je dois te montrer quelque chose. Toi et Sam êtes dans le garde-manger. »« Quoi ? » ?»« S'il te plaît, fais-moi confiance. » La voix d'Oliver n'était qu'un murmure, mais l'urgence était indéniable. James jeta un coup d'œil vers le salon où Ruby servait le café et Michael racontait une anecdote de voyage d'affaires. Tess était assise tranquillement dans un coin, les mains jointes sur les genoux, comme une femme assistant à ses propres funérailles. « Samantha » appela James doucement. « Viens nous aider. » Sa fille leva les yeux de son carnet de croquis, confuse mais obéissante. Tous trois se glissèrent dans le garde-manger, un espace étroit bordé d'étagères et à peine assez grand pour eux tous. Oliver tira la porte presque fermée, ne laissant qu'une entr'ouverte. « Ne dis rien, murmura-t-il. Écoute juste. » Ils restèrent dans le noir, pressés contre des produits de la famille et des boîtes de céréales. James allait demander ce qui se passait quand il entendit des pas dans la cuisine. Deux ensemble. « Tu es sûr de toi ? » La voix de Ruby était basse et tendue. « Tout est en place. » La voix de Michael, plus proche. « Le fusible est enclenché. Le gaz remplira le sous-sol d'ici demain matin. Une étincelle de ce foutu radiateur et c'est fini. L'assurance indemnise et nous partons. » James sentit le monde basculer. À côté de lui, Samantha émit un petit cri de détresse. Il posa une main sur son épaule, la serrant doucement pour la faire taire tandis que l'eau glacée lui inondait les veines. « Et les enfants ?» demanda Ruby. « On ne peut rien contre les dommages collatéraux. »« Je sais, mais Ruby ?» La voix de Michael était sèche maintenant. « Tu veux quitter cette vie ou pas ? Tu veux continuer à vivre dans ce taudis, marié à un soldat délabré qui fabrique de jolis couteaux pour gagner sa vie, ou tu voulais quelque chose de mieux ?» Il y eut un silence. Quand Ruby reprit la parole, sa voix était ferme. « Cole, tu as raison. Il faut le faire. La minuterie était réglée sur 4 heures du matin. La fuite de gaz sera indétectable jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Un vieux chauffe-eau fait une explosion d'étincelles. Accident tragique. Un héros de guerre meurt dans son sommeil avec sa famille aimante. » James serra les poings. Chaque muscle de son corps réclamait l'action, la violence, la justice. Mais il se força à rester immobile, à écouter, à apprendre. « L'argent de l'assurance ?» demanda Ruby. 2 millions d'assurance vie, plus 500 000 de plus pour la maison. Répartis entre nous. De quoi repartir au chaud. Dans un endroit meilleur. Était-ce ? Michael rit. Un bruit de verre brisé. Tess ne sera plus un problème très longtemps. Crois-moi. D'autres pas. S'éloignant. Retour vers le salon. Ce mois dans l'obscurité du garde-manger. James sentit quelque chose de fondamental se transformer en lui. La femme qu'il avait aimée, épousée, avec qui il avait construit une vie. Elle voulait sa mort, voulait la mort de ses enfants pour de l'argent, pour un homme comme Michael Kinnear. À côté de lui, Samantha pleurait en silence. Oliver se tenait raide, la respiration courte et rapide. James attendit que la cuisine redevienne silencieuse avant d'ouvrir la porte du garde-manger. Tous trois restèrent là, clignant des yeux sous la lumière soudaine, assimilant ce qu'ils avaient entendu. « Papa. » La voix de Samantha était faible et brisée. James serra ses 2 enfants. Contre lui, son esprit s'interrogeant déjà sur les implications. Ruby avait toujours été ambitieuse, avait toujours voulu plus que ce que leur modeste vie pouvait leur offrir. Mais ça,
préparer un meurtre, préparer le meurtre de ses propres enfants. On va arranger ça, dit-il doucement. Oliver se recula pour le regarder. Aïe. James pensa à ses années en Afghanistan, aux missions qui exigeaient patience et précision. Aux ennemis qui vous souriaient au nez tout en préparant un coup de couteau dans le dos. Prudemment, dit-il. James retourna au salon avec la même expression calme qu'il avait perfectionnée pendant son service militaire. Ruby riait à une remarque de Michael, la tête rejetée en arrière, visiblement ravie. Elle était belle, insouciante et totalement dénuée de conscience. « Tout va bien ?» demanda-t-elle en le voyant. « Bien, j'aide juste les enfants. » Le regard de Hank se posa sur le sien à l'autre bout de la pièce. Son frère avait toujours su le lire, même pendant ses pires années d'alcoolisme. Ses yeux bleus perçants se plissèrent alors légèrement, captant un signal que James n'avait même pas conscience d'envoyer. La soirée se termina dans une douloureuse normalité, faite de câlins, de remerciements et de promesses de se revoir bientôt. Michael serra de nouveau la main de James, son sourire confiant et prédateur. « Prends soin de toi, James, dit-il. On ne sait jamais ce qui peut arriver. » Après le départ des invités, James aida Ruby à ranger tandis qu'Oliver et Samantha se retiraient à l'étage. Ruby fredonnait en travaillant, apparemment insouciante. « Bonne soirée, dit-elle. »« Ouais, Michael se débrouille bien. Cette nouvelle voiture a dû coûter une fortune. » James essuyait une assiette avec une précision mécanique. « D'où vient cet argent exactement ?» Ruby marqua une pause. « Comment ça ? Conseil aux entreprises. »« Que fait-il exactement ? » ?»« Je ne sais pas. »« Des trucs d'affaires. »« Pourquoi poses-tu cette question ?» James croisa son regard dans le reflet de la fenêtre de la cuisine, simplement curieux. Elle se remit à faire la vaisselle, mais ses mouvements avaient perdu leur rythme. À minuit, à l'heure du thé, James était allongé dans son lit, écoutant Ruby respirer à ses côtés. Son sommeil semblait sincère, mais il avait appris à ne plus rien croire en elle. Lorsqu'il fut certain qu'elle ne se réveillerait pas, il se glissa hors du lit et descendit à pas feutrés au sous-sol. L'odeur le frappa immédiatement. Du gaz naturel. Faible, mais reconnaissable. James trouva le chauffe-eau dans un coin, un vieil appareil que Ruby le pressait de remplacer depuis des mois. Il comprenait maintenant pourquoi un fin tube de cuivre reliait la conduite de gaz principale à un petit dispositif caché derrière le radiateur. Une minuterie réglée sur 4 heures du matin. Dans 3h30, le gaz inonderait le sous-sol. Au matin, la maison serait une bombe à retardement. James photographia tout avec son téléphone, l'appareil, le réglage de la minuterie, la conduite de gaz modifiée. Puis il débrancha soigneusement la minuterie et colmata la fuite de gaz avec du ruban isolant. Pour quiconque vérifierait plus tard, l'appareil aurait l'air défectueux, mais il laissa tout le reste en place. Qu'il croit que leur plan était toujours en vigueur. À l'étage, il prépara discrètement un sac pour Oliver et se rendit chez son ami Dave, de l'autre côté de la ville. Dave Martinez avait servi avec James en Afghanistan et n'avait posé aucune question lorsque James arriva à 2h du matin avec son fils. « Oliver reste ici jusqu'à ce que j'appelle, » dit James. « Ne le laissez aller nulle part. Ne dites à personne qu'il est là. »« Compris, » dit Dave. « Quelle est la menace ? » ?»« Celle qui tue des familles dans leur sommeil. » Dave hocha la tête d'un air sombre. « Je m'en occupe. » L'arrêt suivant était la sœur de Ruby, Linda, qui vivait dans le sud, à Boulder. Samantha pleura lorsque James la réveilla, confuse et effrayée. « Je ne comprends pas, » murmura-t-elle tandis qu'il bouclait sa ceinture. « Pourquoi puis-je rester à la maison ? » « Parce que la maison n'est pas sûre en ce moment, mon cœur. »« Mais nous le serons bientôt, » dit Linda en prenant Samantha sans poser de questions, tout en assaillant James d'inquiétudes auxquelles il ne pouvait répondre. « Est-ce à cause de Ruby ?» demanda-t-elle doucement pendant que Samantha rassemblait ses affaires. James croisa le regard de Linda. La sœur de Ruby ne l'avait jamais beaucoup appréciée, mais elle n'était pas stupide. Elle avait vu les failles de leur mariage. La façon dont les ambitions de Ruby avaient dépassé leurs moyens. « Oui, » dit-il simplement. « Je me suis toujours demandé, » murmura Linda. « L'histoire d'argent. » Sa façon de parler parfois, comme si on lui devait mieux. À 3h30 du matin, James était de retour à la maison. Ruby dormait encore paisiblement, inconsciente que ses enfants étaient en sécurité et que son plan était ruiné. James s'assit dans sa cuisine et appela la seule personne capable de comprendre la suite.
Hank, c'est James. J'ai besoin de ton aide. La voix de son frère fut instantanément alerte malgré l'heure. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu avais raison à son sujet et je dois attraper un tueur. Il y eut un silence. Puis, j'arrive tout de suite. Hank arriva alors que les premières lueurs grises de l'aube effleuraient les fenêtres. James l'accueillit à la porte avec un café et une résolution sombre. Elle a essayé de nous tuer, dit James sans préambule. Fuite de gaz. C'est l'heure de ce matin. Elle est Michael Kinnear. Le visage de Hank devint glacial. Tu es sûr? Oliver les a entendus planifier. J'ai trouvé l'appareil. James lui a montré les photos sur son téléphone. Hank a examiné chaque image avec un œil professionnel. C'est un chronomètre militaire sophistiqué. Quelqu'un savait ce qu'il faisait. L'assurance, 2,5 millions au total. Le mobile, c'est l'opportunité. Hank a posé sa tasse de café. De quoi as-tu besoin? James avait passé les heures blanches depuis le transfert de ses enfants en sécurité à réfléchir à tous les angles. En Afghanistan, la patience et la préparation avaient permis à son équipe de survivre pendant 3 missions. Les mêmes principes s'appliquaient ici. Des preuves suffisantes pour les enterrer tous les deux. Ruby est réveillée, observa en désignant le plafond d'un signe de tête où des pas résonnaient au-dessus de sa tête. James écoutait la routine matinale de sa femme, douche, coiffure, maquillage, se préparant à jouer la veuve endeuillée. Sauf que sa famille n'était pas morte comme prévu. James. La voix de Ruby appela en bas. C'est ton frère? J'entends. Oui. Il a passé la nuit là-bas. Ruby apparut dans la cuisine, vêtue de son peignoir, les cheveux impeccables malgré son réveil. Elle parut surprise de les voir tous les deux assis là, le café à la main, l'air sérieux. Tout va bien, demanda-t-elle. Où sont les enfants? Oliver est chez Dave. Sam est avec Linda. Le visage de Ruby alterna entre plusieurs expressions. Perplexité, inquiétude, puis quelque chose de plus difficile à déchiffrer. Quoi? Elle pensait qu'un changement de décor leur ferait du bien après la veille. Sans me le dire, James la regarda fixement. Décision urgente. L'espace d'un instant, Ruby parut sincèrement en colère. Puis le masque reprit sa place. Bon, je suppose que ça va. Laissez-nous un peu seuls. Elle se dirigea vers la cafetière. Ses gestes étaient décontractés, mais ses épaules étaient tendues. Je devrais y aller, dit Hank en scrutant la pièce. Merci pour le café, James. Il s'arrêta à la porte. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit, de jour comme de nuit. Après le départ de Hank, Ruby se tourna vers James. Qu'est-ce que c'était? Quoi? Votre façon de vous regarder comme si vous partagiez un secret. James sirota son café, gardant une expression neutre. Hank s'inquiétait pour moi. Il pense que j'ai été stressé ces derniers temps. Et toi? Ne le serais-tu pas si ta femme prévoyait de te tuer pour l'argent de l'assurance? Les mots restèrent suspendus dans l'air comme un défi. Le visage de Ruby se figea. Ce n'est pas drôle. James n'était pas censé l'être. Ruby le fixa un long moment, cherchant sur son visage des signes de connaissance ou de suspicion. Ne trouvant ni l'un ni l'autre, elle força un rire. Ton frère t'a bourré la tête de bêtises paranoïaques. Vraiment? Tu sais comment Hank est. Il voit toujours des complots partout. James hocha lentement la tête. Tu as probablement raison. Mais le téléphone de Ruby vibrait de nouveau, et cette fois, lorsqu'elle le vérifia, son visage pâlit. Un problème? Demanda James. Non, juste des trucs de boulot. Elle tapa une réponse rapide et fourra le téléphone dans une poche. Je crois que je vais voir ma mère aujourd'hui. Ça te laisse un peu de temps pour décompresser. Bonne idée. Ruby monta s'habiller et James appela immédiatement Oliver. Papa, j'ai besoin que tu accèdes au téléphone de ta mère à distance. Ce système de secours que tu as installé l'année dernière, tu peux encore y accéder? Oui, mais pourquoi? Parce qu'on va découvrir exactement ce qu'elle cache. Oliver resta silencieux un instant. Elle a vraiment essayé de nous tuer, n'est-ce pas? Oui. Je vais chercher les données. Pendant l'absence de Ruby, James a travaillé avec une précision méthodique. Il a placé un traceur GPS dans sa voiture,
un appareil assez petit pour se cacher sous le tableau de bord. Il a installé des caméras cachées à 3 endroits clés, la cuisine, le salon et son bureau. Quand Hank est revenu cet après-midi-là, il a apporté son propre matériel. Une surveillance audio, a-t-il expliqué, montrant à James de minuscules micros sans fil. Un ami du bureau du shérif m'a mis en contact. Ils sont recevables si on les surprend à préparer un autre crime. Ils ont placé les appareils avec soin, l'un dans la voiture de Ruby, l'autre dans la cuisine où elle semblait avoir la plupart de ses conversations privées. Oliver a appelé ce soir-là pour nous donner la première vraie révélation. Papa, je suis sur son téléphone. Tu dois voir ça. Que as-tu trouvé? Des messages. Des tonnes. Et des photos. Papa. Elle a imité ta signature sur des documents d'assurance. Une assurance vie de 2 millions. James sentit une rage froide s'installer dans sa poitrine comme une pierre. Envoie-moi tout. Il y a plus. Historique de recherche remontant à des mois. Comment simuler une fuite de gaz? Le syndrome de stress post-traumatique peut-il être utilisé pour déclarer quelqu'un inapte? Papa, elle prépare ça depuis longtemps. Continue de creuser. Je veux tout. Chaque message, chaque appel, chaque recherche. Quand Ruby rentra à la maison ce soir-là, elle semblait nerveuse. Elle n'arrêtait pas de consulter son téléphone et de regarder par les fenêtres comme si elle attendait quelqu'un. Comment allait ta mère? Demanda James. Bien. Les plaintes habituelles. Ruby se servit un verre de vin, la main légèrement tremblante. On devrait peut-être prendre des vacances bientôt. S'évader un moment. Où? Un endroit chaud. Peut-être. Le Mexique. James hocha la tête pensivement. Un pays sans traité d'extradition avec les États-Unis. Comme c'est pratique. Ça a l'air sympa. Quand y pensais-tu? Bientôt, peut-être la semaine prochaine. À court préavis. Le sourire de Ruby était fragile. Parfois, les meilleurs voyages sont spontanés. Cette nuit-là, James resta éveillé, écoutant Ruby dormir à ses côtés. Demain, il entamerait la deuxième phase de son plan. Il était temps de faire des chasseurs les proies. Le comportement de Ruby au cours des jours suivants confirma tout ce que James soupçonnait. Elle devint plus audacieuse, plus confiante, comme si la fuite de gaz ratée n'avait été qu'un contretemps mineur plutôt qu'une tentative de meurtre. Elle commença à faire de petites remarques désinvoltes aux voisins sur l'instabilité apparente de James ces derniers temps. Elle mentionna son service militaire et tout ce qu'il avait traversé. Elle se dépeignit comme une épouse inquiète aux prises avec un vétéran en difficulté. James la laissa parler et fit ses courses. Il surprit sa conversation avec Beth Morrison, une voisine qui ne l'avait jamais beaucoup appréciée. Bref, oh, dit Ruby, sa voix portant la parfaite note d'épouse inquiète. Depuis son retour d'Afghanistan, il est différent. Colérique, paranoïaque. Parfois, j'ai l'impression qu'il voit des ennemis partout. Avez-vous envisagé une thérapie? Demanda Beth. J'ai essayé, mais vous savez combien ces militaires sont fiers. Ils refusent d'admettre qu'il y a un problème. James émergea de l'allée voisine et les deux femmes se turent. Le sourire de Ruby était chaleureux et affectueux. Voilà, ma chérie. Je parlais justement à Beth de ton nouveau projet de couteau. Vraiment? James garda une voix douce, mais Beth s'agita, mal à l'aise sous son regard. Bon, je devrais y aller, dit Beth rapidement. Ravi de vous avoir vues toutes les deux. Après son départ, Ruby passa son bras sous celui de James. Pourquoi as-tu mis autant de temps? Je commençais à m'inquiéter. La circulation, dit James. Mais ce soir-là, il découvrit exactement ce que Ruby avait fait pendant qu'il était coincé dans les embouteillages. Le traceur GPS indiquait qu'elle avait traversé la ville en voiture jusqu'au bureau de Michael Kinnear. L'horodatage de la surveillance téléphonique d'Oliver indiquait un appel de 15 minutes à Michael au même moment. 2 jours plus tard, Ruby intensifia sa campagne. Elle appela le 911 depuis la cuisine pendant que James était au garage, la voix tremblante d'une peur artificielle. S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Mon mari, il a des crises depuis son retour de la guerre. Ce soir, il s'est mis en colère et a commencé à jeter des objets. J'ai peur qu'il me fasse du mal ou qu'il fasse du mal au enfant. James entendit chaque mot grâce au micro caché que Hank avait placé dans la cuisine. Il activa silencieusement la fonction enregistrement de son téléphone,
capturant la performance de Ruby pour la postérité. La police arriva dans les 10 minutes. James les accueillit à la porte d'entrée, calme et posé, tandis que Ruby jouait l'épouse terrifiée derrière lui. « Officier, je ne sais pas de quoi il s'agit, » dit James. « Votre femme a appelé pour une dispute conjugale. Il a dit, vous jetez des objets, vous la menacez. » James a fait un geste vers la cuisine impeccable. Comme vous pouvez le voir, rien n'a été jeté. Rien n'a été cassé. Les officiers regardèrent autour d'eux, ne trouvant visiblement aucune trace de l'incident décrit par Ruby. L'un d'eux, lui-même vétéran, observa le visage de James avec reconnaissance. « Vous avez servi, » demanda-t-il, « 3 missions en Afghanistan. » L'officier hocha la tête. « Merci pour votre service. » Il se tourna vers Ruby. « Madame, nous ne voyons aucune trace de ce que vous avez décrit. » Les yeux de Ruby se remplirent de larmes. Il nettoya après. Il nettoie toujours après, mais les officiers n'y crurent pas. Ils posèrent quelques questions supplémentaires, prirent des notes et partirent avec un scepticisme évident quant aux affirmations de Ruby. Montant son dossier, observa Hank lorsque James lui montra l'enregistrement plus tard. Manipulation classique. Semer le doute sur votre état mental. Établir un schéma de comportement erratique. Et puis quoi? Et puis quelque chose se produit. Vous avez une crise. Peut-être que vous la menacez. Peut-être que vous vous blessez. Quoi qu'il en soit, elle en ressort avec l'air d'une victime. Le téléphone de James vibra, avec un SMS d'Oliver. Nouveau message de Michael. Ils se rencontrent demain à 14 heures. Quelque part, à Riverside. Café. J'ai chronométré Annie, dit James. Le lendemain, James suivit la voiture de Ruby de loin alors qu'elle se rendait au café. Il se gara de l'autre côté de la rue, offrant une vue dégagée sur la terrasse où elle avait rencontré Michael Kinnear. À l'aide de jumelles, il observa leur langage corporel. Intime, familier, confortable. Ce n'était pas qu'une question d'argent. Ils étaient amants. Depuis un moment, à en juger par la facilité avec laquelle la main de Michael rencontra la sienne de l'autre côté de la table. James activa le récepteur audio que Hank lui avait donné, se calant sur la fréquence d'un microphone dans la voiture de Ruby. La portée était limitée, mais s'il déplaçait la conversation dans sa voiture, il entendrait chaque mot. 20 minutes plus tard, c'est exactement ce qu'ils firent. On ne peut plus attendre, dit Michael en s'installant dans la voiture de Ruby. Plus on tarde, plus ça paraît suspect. Je sais, mais il ne coopère pas. Il ne mordra pas à l'hameçon. Que voulez-vous dire? La voix de Ruby était frustrée. Je lui ai donné des indices sur son état mental pendant des semaines. J'essaie de le faire craquer, de faire quelque chose que je puisse signaler, mais il me regarde comme s'il savait quelque chose. Impossible. S'il savait, il aurait déjà agi, n'est-ce pas? C'est de James dont on parle. Il ne réagit pas. Il planifie. Tu te souviens de ce que tu m'as dit sur l'Afghanistan? Comment il attendait toujours le moment idéal pour frapper? Le silence régna dans la voiture. Puis la voix de Michael, plus froide. Tu as des doutes? Non. Mais je pense qu'il faut une approche différente. Comme quoi? Faire de lui l'agresseur? Le forcer à réagir violemment. Ensuite, j'appelle les secours, je dénonce des violences conjugales et j'obtiens une ordonnance restrictive. Et puis le rire de Ruby était sec et froid. Puis il a un accident en violant l'ordonnance restrictive. De la légitime défense, bien plus propre qu'une fuite d'essence. James sentit son doigt se resserrer sur les jumelles. L'envie de traverser la rue, de sortir Michael de la voiture et de le frapper à mort était presque irrésistible. Mais c'était exactement ce qu'il voulait. James perdant le contrôle, leur donnant des munitions. Au lieu de ça, il a pris des photos, tout documentées, les a laissées creuser encore plus profond. Quand? Demanda Michael. Ce soir, je le provoquerai au dîner. Je le pousserai à bout jusqu'à ce qu'il craque. Tu m'attendras dehors au cas où j'aurai besoin de renfort. Et les enfants? Toujours partis. Le timing était parfait. James est rentré avant Ruby et a passé l'après-midi à se préparer. Il a réglé les caméras cachées pour capturer les meilleurs angles de la cuisine et du salon. Il a testé le matériel audio pour s'assurer d'un enregistrement clair. Puis il a appelé Oliver. Ta mère va essayer de me provoquer ce soir.
Me faire perdre mon sang-froid pour qu'elle puisse prétendre à des abus. J'ai besoin que tu surveilles tout à distance. Si quelque chose tourne mal, appelle les secours et appelle Hank. Papa, tu devrais peut-être partir. Viens rester ici avec Dave et moi. Non, ça se termine ce soir. D'une manière ou d'une autre. Ruby est rentrée à 17h, l'humeur artificiellement au beau fixe. Elle a cuisiné le plat préféré de James, un rôti braisé avec des pommes de terre et des carottes. Le dernier souper du condamné. Tu as l'air heureux, observa James pendant le dîner. Moi, je le suis. J'ai réfléchi à ce que on avait besoin de passer plus de temps de qualité ensemble. Ruby tendit la main par-dessus la table pour lui toucher la sienne. On devrait peut-être planifier ses vacances. Juste tous les deux. Et les enfants? Ils peuvent rester avec la famille. On a besoin de temps pour se reconnecter. James hocha la tête. Le Mexique. Comment as-tu fait? Oui. Le Mexique semble parfait. Ils finirent le dîner dans un calme relatif. James complimenta le repas. Ruby souriait et riait aux moments opportuns. Pour tout observateur, il ressemblait à un couple marié normal profitant d'une soirée tranquille ensemble. Puis Ruby ouvrit la bouteille de vin pour expliquer pourquoi le troisième verre de vin avait transformé Ruby. L'épouse aimante avait disparu, remplacée par quelqu'un de plus dur et de plus calculateur. Elle cueillait James comme une croûte qu'elle ne pouvait pas laisser tranquille. Tu sais à quoi je pensais aujourd'hui, dit-elle en faisant tournoyer le vin dans son verre. Comme nos vies auraient pu être différentes. Comment ça? Si tu étais resté dans l'armée, si tu étais devenu une vraie carrière au lieu de rentrer à la maison pour jouer avec de la ferraille. James garda une voix calme. Je pensais que tu voulais que je rentre à la maison. Je le pensais au début, mais c'était avant de réaliser à quoi ressemblerait vraiment la maison. Ruby a fait un geste autour de leur cuisine avec un dédain évident. Cette maison, ce quartier, cette vie, c'est une bonne vie. Pour qui? Vous vous cachez dans votre garage toute la journée en faisant de jolis jouets pour les riches pendant que je travaille des réclamations d'assurance de traitement d'emploi sans issue. Ces réclamations d'assurance vous semblent assez importantes ces derniers temps. Les yeux de Ruby se sont affûtés. Qu'est-ce que cela signifie? Rien. Juste une observation. Dieu, tu es paranoïaque. Vous pensez que tout signifie quelque chose, tout comme votre frère fou. James a ressenti le premier émouvant d'une vraie colère. Hank n'est pas fou, non? Un ex-col alcoolique qui voit des complots partout. La pomme ne tombe pas loin de l'arbre, n'est-ce pas? Attention, Ruby, ou quoi? Tu me frappes. Est-ce ce que cela construit? Le héros de la guerre s'enclenche enfin et bat sa femme. James a réalisé ce qu'elle faisait, essayant de provoquer exactement la réaction qu'elle pouvait utiliser contre lui. Il a forcé ses mains à rester stables sur sa tasse de café. Je ne te frappe jamais. Non. Alors qu'en est-il de cela? Ruby s'est levée et l'a balayé armée sur le comptoir, envoyant des plats s'écraser au sol. Et quand je fais ça? Elle a attrapé une photo encadrée de leur famille et l'a lancée au mur. Le verre a explosé sur le sol de la cuisine. Ruby, arrête. Faites-moi. Elle criait maintenant. Son visage rougit de vin et de rage artificielle. Allez, James. Montrez-moi ce qu'un grand soldat fort fait lorsque sa femme le met en colère. James se tenait lentement, ses mouvements prudents et contrôlés. Tu es ivre. Je suis honnête. Pour la première fois depuis des années, je suis honnête. Ruby a attrapé un autre verre du comptoir et l'a jeté. Celui-ci s'est brisé contre le réfrigérateur, envoyant des éclats de vol. Les voisins entendront. Bon. Laissez-les entendre ce que vous aimez vraiment. Laissez-les entendre comment vous terrorisez votre propre famille. Mais James avait remarqué quelque chose. Ruby n'avait pas une ombre qui se déplaçait devant la fenêtre de la cuisine. Dans les délais. La sonnette a sonné. Le visage de Ruby s'est éclairé d'une satisfaction vicieuse. On dirait que quelqu'un est préoccupé par tout le bruit. Je me demande ce qu'ils penseront quand ils verront le gâchis que vous avez fait. James se dirigea vers la porte d'entrée et trouva Tess Skinner debout sur son porche, son visage pâle et anxieux. Tess, qu'est-ce qui vous amène? J'ai entendu. Est-ce que tout va bien? Cela ressemblait à une rupture de verre. Derrière lui, Ruby est apparue dans le couloir, ses cheveux et ses yeux sauvages.
Tess, Dieu merci, tu es ici, James. Il a juste perdu son sang-froid, et Ruby a fait un geste impuissant sur le désordre dans la cuisine, les plats cassés et le verre dispersé. Pour quiconque cherche, il semblerait évident qui était responsable. Tess regarda entre eux, la confusion claire sur son visage. James, je devrais peut-être appeler quelqu'un. Ce ne sera pas nécessaire, a dit James tranquillement. Tess, je pense que vous et moi devrions parler en privé. Je ne pense pas à votre mari et à ce qu'il a fait avec ma femme. Les mots frappent Tess comme un coup physique. Son visage est devenu blanc, puis rouge, puis blanc à nouveau. Ruby s'avança. James, qu'est-ce que tu es le café cet après-midi? James continua, ses yeux enfermés sur Tess. Riverside Café à 14 heures. Il s'y rencontre depuis des mois. Le sang-froid de Tessa a craqué. Tu mens. Suis-je? Demandez-vous pourquoi Michael a insisté pour que vous veniez ici ce soir. Pourquoi il est assis dans sa voiture dans le bloc en ce moment, attendant que vous appeliez et signaliez que j'ai blessé ma femme. Tess se tourna pour regarder par la fenêtre. Et James a vu le moment exact qu'elle a repéré la BMW de Michael garée sous un révertér à 3 maisons. Tu es salaud, murmura-t-elle. Mais elle ne parlait pas à James. Ruby a essayé de sauver la situation. Tess, ne l'écoute pas. Vous avez eu des épisodes en disant des choses folles. Tais-toi. La voix de Tess était glacée. Elle a regardé James. Que savez-vous exactement? Tout. La fuite de gaz, l'argent de l'assurance, le plan de me tuer ainsi que mes enfants. Tess tombait comme s'il l'avait frappé. Enfants, dommages collatéraux, a déclaré James, citant les paroles de Michael du garde-manger. C'est ainsi que votre mari a décrit mes enfants. Oh mon Dieu. Tess a coulé une chaise, son visage enfoui dans ses mains. Oh mon Dieu. Je savais qu'il trichait, mais je n'ai jamais pensé. Meurtre. Ruby a fait un mouvement vers la porte, mais James est entré devant elle. Allez quelque part. C'est fou. Vous êtes tous les deux fous. James a sorti son téléphone et a joué l'enregistrement audio de cet après-midi. Les voix de Ruby et Michael ont rempli la pièce claire, discutant de la façon de provoquer James dans la violence. Comment faire ressembler sa mort à une légitime défense. À la fin de l'enregistrement, Tess leva les yeux vers Ruby avec une haine nue. Tu allais tuer ses enfants. Tess, tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement. Tu es un monstre. Tess se leva, ses mains tremblant de rage. Et mon mari aussi. James a ressenti un changement dans la dynamique de la pièce. Tess Kenir venait de devenir un allié au lieu d'un ennemi. J'ai besoin de votre aide, a-t-il dit tranquillement. Pour faire quoi? Besoin de faire? James sourit sinistre. Nous sommes un fil. Le lendemain matin, Tess s'est assise dans la cuisine de Hank pendant qu'il la garmait avec un petit dispositif d'enregistrement. Ses mains secouaient alors qu'elle levait sa tasse de café, mais sa voix était stable. Et s'il ne soupçonne pas quelque chose? Il ne le fera pas suffisamment soigner pour faire quoi que ce soit il. Qu'est-ce qui a changé? Vous avez dit des enfants. Vos enfants. Tess a rencontré ses yeux. J'ai perdu un bébé il y a une fois 5 ans. Michael a dit que c'était pour le mieux, que nous n'étions pas prêts pour les enfants, que cela interférerait avec ses plans de carrière. Mais je voulais ce bébé. James a vu la douleur dans son visage, le chagrin que Michael avait probablement rejeté comme une faiblesse féminine. Tu m'as pris ça, a poursuivi Tess. Et maintenant, je découvre qu'il était prêt à tuer les enfants de quelqu'un d'autre pour de l'argent. Non, cela se termine aujourd'hui. Hank a fini de régler le fil. Vous êtes prêts? N'oubliez pas que nous avons besoin d'elle pour dire quelque chose d'incriminant sur le plan d'origine et le nouveau plan. Faites-lui parler de la fuite de gaz, de l'argent de l'assurance, de tout ce qui montre la préméditation. Tess hocha la tête. Je peux faire ça. Elle a appelé Ruby cet après-midi-là, affirmant qu'elle avait besoin de parler du comportement étrange de Michael ces derniers temps. Ils ont convenu de se rencontrer chez Ruby à 3 heures. James et Hank se positionnent dans le garage, assez près pour surveiller le flux audio, mais assez loin pour éviter la détection. Oliver, toujours caché en toute sécurité chez Dave, a suivi la conversation sur son ordinateur portable. À tes 3 heures sharp. Tess a frappé à la porte d'entrée. Tess, entrez. La voix de Ruby est
Clairement venu sur le flux audio. Vous aviez l'air bouleversé au téléphone. Je suis bouleversé. Il s'agit de Michael. Et lui? Il y a eu une pause. Le bruit des pas se déplaçant dans le salon. Je sais qu'il a une liaison, a déclaré Tess franchement. La réponse de Ruby a été parfaitement calibrée surprise, inquiétude, déni. Tess, c'est une accusation sérieuse. Est-ce une accusation si c'est vrai? J'ai vu les déclarations de cartes de crédit, Ruby, les hôtels, les restaurants, tous les endroits où il a emmené quelqu'un qui n'est pas sa femme. Même si c'est vrai, pourquoi me le dites? Parce que je pense que vous savez qui elle est. Une autre pause. James pourrait imaginer Ruby en calculant sa réponse, essayant de déterminer combien Tess savait réellement. Je ne suis pas sûr de ce que vous voulez que je dise. Je veux que vous me disiez mal. Planning? Don't play dumb, Ruby. I heard you talking yesterday about making James look unstable, about getting him arrested, about the insurance money. James held his breath. This was the crucial moment. Would Ruby take the bait? You heard wrong. Did he? Then explain this. There was a rustling sound. Then Ruby's sharp attack of breath. Where did you get that? Michael's laptop. It's not a careful I think says. James wished he could see what Tess was showing Ruby, mais le flux audio devrait être suffisant. Ce n'est pas vraiment à quoi cela ressemble vraiment parce qu'il ressemble à une police d'assurance vie sur votre mari. 2 millions de dollars avec votre nom en tant que bénéficiaire. Beaucoup de couples ont une assurance vie. Daté le mois dernier, à peu près au moment où vous avez commencé à dire aux gens que James avait des problèmes de santé mentale. Ruby était silencieux pendant longtemps. Quand elle a repris la parole, sa voix avait perdu toute prétention. Que voulez-vous? Je veux dans quoi? Tu m'as entendu. Michael me ment depuis des années, m'utilisant comme couverture pendant qu'il baise avec d'autres femmes. Si vous voulez profiter de l'argent de l'assurance, je veux ma coupe. James a ressenti une vague d'admiration pour la performance de Tessa. Elle jouait parfaitement la femme amère, faisant appel à la cupidité de Ruby et à son besoin de validation. Je ne sais pas de quoi tu parles, Ruby. Nous avons dépassé ça maintenant. Je connais la fuite de gaz. Je sais que ça a échoué. Je sais que vous planifiez autre chose. Comment pourriez-vous? Parce que Michael me dit des choses quand il est ivre. Il pense que je suis trop stupide pour comprendre, mais je ne le suis pas. Il m'a parlé de la minuterie, du sous-sol, de la façon dont elle était censée ressembler à un accident. Ruby respirait lourdement maintenant. James pouvait entendre le stress dans sa voix lorsqu'elle a parlé. Si vous savez tout cela, alors vous savez de quoi nous sommes capables. Je compte dessus. Michael a pris 5 ans de ma vie. Je veux une compensation. Quel genre de compensation? La moitié de tout. Ruby rit. Un sont les vifs. Tu es fou. Suis-je? Sans moi, vous n'avez aucun moyen d'éliminer tranquillement James. Il est trop intelligent, trop prudent. Mais avec moi aidant, je peux me rapprocher de lui. Je peux le faire me faire confiance. Et puis nous lui donnons ce qu'il demande depuis l'Afghanistan. La mort d'un guerrier. Les mots ont envoyé de la glace dans les veines de James. Il parlait de le tuer comme s'il était un animal à abattre. Vous le feriez pour la moitié de 2,5 millions de dollars en un clin d'œil. Comment? La voix de Tessa tomba à peine au-dessus d'un murmure. Il sera mort lundi matin. Un petit accident et je comprends tout. Je suis juste désolé que les enfants soient dans la maison, mais c'est plus propre de cette façon. James a senti le monde s'arrêter. C'étaient des paroles de Ruby exactement car elle les avait prononcées à Michael. Tess les nourrissait vers elle, lui faisant accepter de confirmer sa volonté de tuer des enfants. Les enfants sont déjà partis, a déclaré Ruby. James les a déplacés dans un endroit sûr après l'échec de la fuite de gaz. Ensuite, nous les ramenons. Faites ressembler à une invasion de domicile qui a mal tourné. La violence aléatoire se produit tout le temps dans les familles des militaires. SSPT, stress financier, meurtre tragique, suicide. Jésus Tess, je n'ai jamais pensé que vous l'aviez en vous. Les gens vous surprennent. Ils ont parlé pendant encore 20 minutes, élaborant des détails, confirmant le plan. Chaque mot était enregistré.
Chaque confession capturée sur l'audio numérique qui tiendrait dans n'importe quel tribunal du pays. Quand Tess est finalement parti, James avait l'impression qu'il avait retenu son souffle depuis des heures. Nous l'avons eu, a déclaré Grimley Hank. Nous les avons tous les deux. James a passé dimanche soir à organiser des preuves. Photo d'un dispositif de fuite de gaz. Enregistrements audio de Ruby et Michael planning meurtre. Les dossiers bancaires qu'Oliver avait retirés du téléphone de Ruby montrant des dépôts suspects des comptes de Michael. Les données de suivi du GPS montrant leur réunion secrète. L'affaire était hermétique, mais James voulait être absolument certain. Ces gens avaient essayé de tuer ses enfants. Il n'y aurait pas de seconde chance, pas de place pour un doute raisonnable. À T-Down lundi matin, il a appelé le bureau du procureur de district à Fort Collins. J'ai besoin de signaler une conspiration pour commettre un meurtre et une fraude à l'assurance. Il a dit au procureur qui a répondu, « Monsieur, cela ressemble à quelque chose pour la police locale. Les suspects ont prévu de me tuer, moi et mes enfants, pour de l'argent d'assurance. J'ai des enregistrements, des preuves financières et une preuve documentée de tentative de meurtre. » Le ton de la conversation a changé immédiatement. « Quel est votre nom, monsieur ? » James Danner. Je suis un vétéran marin et ma femme a juste essayé de me tuer, moi et mes enfants, pour l'argent d'assurance. Dans les 2 heures, le DA avait contacté le bureau de terrain du FBI à Denver. Les agents fédéraux se sont impliqués en raison de la nature interétatique de la fraude financière et de l'utilisation des communications électroniques dans la planification du crime. L'agent Rebecca Torres était assise dans le salon de James cet après-midi, en examinant les preuves qu'il avait compilées. Elle était un agent expérimenté aux yeux pointus et un air de compétence qui a rappelé à James ses meilleurs officiers. Monsieur Danner, s'est étendu. Ma femme est intelligente et prudente. Je devais être plus intelligent et plus prudent. L'agent Torres a levé les yeux des dossiers financiers. Vous avez dit que vos enfants ont entendu la conversation initiale. Mon fils l'a fait. C'est ce qui m'a fait basculer. Où sont-ils maintenant? Sûrs. Cachés. Ils resteront ainsi jusqu'à ce que ce soit fini. L'agent Torres a hoché la tête avec approbation. Vous avez fait du bon travail ici. Preuve. Propre, chaîne de garde claire. Cela devrait être suffisant pour les mandats d'arrêt. Quand? Aujourd'hui. Nous coordonnerons avec les forces de l'ordre local pour ramasser les 2 suspects simultanément. À 14 heures, James a reçu un texte de Ruby. Rentrez tôt à la maison. Nous devons parler. Il a transmis le message à l'agent Torres et s'est installé dans une attente. À travers ses caméras cachées, il a regardé les agents du FBI prendre des positions autour de sa maison. 2 voitures non marquées, 6 agents, tous attendant que Ruby entre dans le piège qu'elle avait réglé pour lui. Ruby est arrivée à 14h45, conduisant rapidement et parking attordu dans l'allée. Elle a éclaté par la porte d'entrée avec de l'énergie maniaque. James, où es-tu? Cuisine, a Platéil. Elle est apparue dans la porte, son visage rougi et ses yeux brillants d'excitation. Nous devons partir maintenant aujourd'hui. Quel est le problème? Rien ne va mal. Tout est parfait. Je nous ai eu des billets pour Canquin. Partir ce soir. Nous pouvons recommencer. Juste nous deux. James a étudié son visage. Et les enfants? Ils nous rejoindront plus tard après nous être installés. Suis-je des affaires? Oubliez l'entreprise. Nous n'en avons plus besoin. Ruby se rapprocha, les mains la tendant la tenue. James, je sais que les choses ont été difficiles entre nous, mais tout va changer. Nous allons avoir la vie dont nous rêvons toujours. Avec quel argent? Ruby Smile affaiblit un instant. J'ai un bonus au travail. Un gros pour traiter les réclamations d'assurance. C'est compliqué, mais nous en avons assez maintenant. Assez pour vivre partout où nous le désire. Faites tout ce que nous voulons. James acquiesça lentement. C'est une excellente nouvelle, Ruby. Permettez-moi de prendre quelque chose. Il se dirigea vers les escaliers, mais Ruby a attrapé son bras. Pas de temps. Nous achèterons tout de nouveau. Mieux que tout ce que nous avons ici. J'ai besoin de mon passeport. Je l'ai déjà eu. C'est dans mon sac à main. Bien sûr, elle l'a fait. Ruby avait pensé à tout sauf la possibilité que James puisse être à 2 pas devant elle. Vous semblez nerveux, a-t-il observé, excité.
pas nerveux, mais ses mains tremblaient et elle continuait de regarder vers les fenêtres. Vous attendez-vous à quelqu'un? Non. Pourquoi demanderiez-vous cela? Parce que vous continuez à regarder à l'extérieur comme si vous surveilliez quelque chose. Ruby a forcé un rire. Vous imaginez des choses. La sonnette a sonné. Ruby est devenue rigide, son visage drainant de couleur. N'y répondez pas. Pourquoi pas? Parce que nous devons partir maintenant. Mais James se dirigeait déjà vers la porte d'entrée. À travers le coup de pied, il pouvait voir l'agent Shine debout sur son Porsche avec 2 autres agents la flanquant. FBI. L'agent Chin a appelé. Nous avons un mandat pour Ruby Danner. Derrière lui, James a entendu Ruby faire un son comme un animal blessé. Quand il s'est tourné, elle se dirigeait vers l'arrière de la maison, les yeux écarquillés de panique. Ruby Danner. La voix de l'agent Chin était plus fort maintenant. Venez à la porte d'entrée les mains visibles. Ruby a couru. James a ouvert la porte d'entrée alors que Ruby disparaissait à travers la cuisine vers l'arrière-cour. Elle court à l'arrière. Il a déclaré à l'agent Torres. Nous l'avons couvert. À travers la fenêtre de la cuisine, James a regardé Ruby sprint sur leur arrière-cour vers la clôture qui séparait leur propriété des voisins. Elle a fait 3 pas avant que 2 agents du FBI ne sortent de derrière le garage. Agents fédéraux, arrêtez-vous et levant les mains. Ruby s'arrêta. Pendant un moment, elle se tenait figée au milieu de la cour, regardant autour d'un animal piégé. Puis elle leva les mains et coulait à genoux. L'agent Torres est passé devant James dans la maison. Madame Danner, vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre un meurtre, une tentative de meurtre, une fraude à l'assurance et une mise en danger des enfants. Alors qu'il menait Ruby dans les menottes, elle a regardé James one last temps. Le masque avait complètement disparu maintenant. La femme qui le regardait était un étranger, froid, calculant, rempli de haine pure. Ce n'est pas fini, a-t-elle déclaré. James a rencontré ses yeux sans tressaillir. Oui, c'est. 20 minutes plus tard, son téléphone a sonné. La voix de l'agent Torres était satisfaite. Nous avons ramassé Michael Kinnear dans son bureau. Il a essayé de courir aussi, mais n'est pas allé loin. Des problèmes? Il avait un pistolet. Je n'ai pas eu la chance de l'utiliser, mais l'intention était claire. Nous avons également trouvé son ordinateur, qui contenait des dossiers financiers détaillés de l'opération de fraude. Votre femme n'était pas sa seule cible. James sentit une satisfaction froide s'installer dans sa poitrine. Que se passe-t-il maintenant? Mise en accusation demain. Et c'est dans quelques mois. Avec les preuves que vous avez fournies, cela devrait être simple. Ce soir-là, James a appelé Oliver et Samantha pour leur dire qu'il était sûr de rentrer à la maison. Oliver a fait la nouvelle avec une sombre satisfaction. Mais Samantha a pleuré pendant 1 heure, non pas pour Ruby, mais pour la mère qu'elle avait pensé qu'elle avait eue. Je ne le fais pas comprendre. Elle sanglota contre l'épaule de James. Comment pourrait-elle vouloir nous blesser? James a tenu sa fille proche et souhaitait avoir des réponses qui auraient du sens pour une fillette de 14 ans. Mais certains types de mal ne pouvaient pas être expliqués, seulement survécus. Certaines personnes se brisent, a-t-il finalement dit. Et quand ils se brisent, ils deviennent autre chose, quelque chose de dangereux. Allons-nous jamais la revoir? James a pensé aux derniers mots de Ruby, la haine dans ses yeux, l'absence totale de remords. J'espère que non, ma chérie. J'espère vraiment que le procès a commencé 4 mois plus tard. James s'est assis dans la première rangée de la salle d'audience tous les jours, en regardant les poursuites par la poursuite de la défense de Ruby. Les preuves ont été écrasantes. Les enregistrements audio de la Ruby et de Michael ont planifié un meurtre. Les données prouvant leur réunion secrète. Pour la vie humaine, pas pour son mari, et pas pour ses propres enfants. Aucune émotion car le verdict n'a été lu. Elle s'assit parfaitement immobile, regardant tout droit tandis que Samantha pleurait tranquillement à côté de James. Le procès de Michael était encore plus court. Confronté aux mêmes preuves ainsi qu'à des accusations supplémentaires de racket et de fraude financière, il a accepté un accord de plaidoyer plutôt que de risquer à vie en prison. Une condamnation ôtée. Ruby a finalement parlé. Votre honneur, je veux que le tribunal sache que je ne suis pas le monstre que l'accusation m'a fait être. Je suis victime de circonstances, d'un mariage qui est devenu insupportable, de pression financière qui m'ont conduit au désespoir.
Elle n'a jamais mentionné ses enfants, n'a jamais exprimé de remords pour avoir planifié leur mort. Même dans ses supposées excuses, il s'agissait d'elle. Le juge n'a pas été impressionné. Madame Danner, j'ai examiné beaucoup les preuves dans cette affaire. Ce que vous avez prévu n'était pas l'acte d'une femme désespérée. C'était l'acte de quelqu'un qui valait l'argent plus que la vie humaine. Vous étiez prêt à assassiner vos propres enfants pour de l'argent d'assurance. Il n'y a aucune circonstance qui justifie un tel acte. Ruby a été condamné à 35 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Michael a reçu 18 ans pour des accusations de fraude et de complot en menant Ruby pour la dernière fois. Elle regarda directement James. Sa bouche se déplaçait silencieusement, formant des mots seulement qu'il pouvait voir. « Je vais sortir. » James la regarda avec les yeux froids et secoua la tête une fois. Non. Elle ne pointerait pas. Un an plus tard, James se tenait dans sa nouvelle boutique de métal, en regardant Oliver travailler à la forge. Son fils avait grandi au cours de la dernière année, plus fort, plus confiant. Le traumatisme de la trahison de Ruby l'avait marqué, mais il ne l'avait pas cassé. Derrière eux, Samantha a mis la touche finale sur une murale qui couvrait tout le mur arrière de la boutique. Des coups de couleur audacieux représentaient une famille debout forte contre des nuages de tempête sombre avec une lumière du soleil brillante qui se brise au-dessus d'eux. En bas. Dans un script élégant, elle avait peint le titre « Le papa incassable, vérifiez ça », a déclaré Oliver, tirant une lame de couteau du feu. Je pense que je comprends cela. James a examiné le travail de son fils. La lame était bien apparentée, correctement trempée, montrant une réelle compétence. Pas mal. Continuez à pratiquer. Samantha recula de sa murale, peinture sur ses mains et un sourire satisfait sur son visage. Que pensez-vous? James a regardé l'œuvre de sa famille dans des couleurs vibrantes, debout contre toute attente. Il a capturé tout ce qu'ils avaient vécu et tout ce qu'ils seraient devenus. Parfait, a-t-il dit. Absolument parfait. Le dîner est prêt, a-t-elle annoncé. Oncle Hank a fait son célèbre chili. Les trois sont entrés dans la maison où Hank mettait la table. Le frère de James était propre et sobre depuis plus d'1 an maintenant. Sa vie s'est stabilisée par l'objectif et la connexion familiale. Ça sent bon, a déclaré James. Ingrédient secret, répondit Hank avec un sourire. L'amour et la détermination. Ils se sont assis pour manger, et pour la première fois depuis des années, James a ressenti une vraie paix. Ses enfants étaient en sécurité. Les menaces pour sa famille ont été éliminées. Ruby et Michael étaient en prison où ils appartenaient. Après le dîner, Oliver a sorti son ordinateur portable. Papa, j'ai été accepté à quoi? Programme de justice pénale dans l'État du Colorado. Je veux être un agent du FBI. Aider à attraper des gens comme maman et Michael. James a ressenti une vague de fierté. Oliver avait pris la pire expérience de sa vie et l'avait transformée en motivation pour aider les autres. Je suis fier de toi, fils. Samantha leva les yeux de son carnet de croquis où elle dessinait des créations préliminaires pour sa prochaine murale. Je pense aussi à l'école d'art. Peut-être que je peux aider d'autres enfants à exprimer leurs sentiments à travers l'art. James sourit. Ces deux enfants avaient trouvé des moyens de transformer leur traumatisme en but. Plus tard dans la soirée, après que les enfants se soient couchés, James et Hank se sont assis sur le porche à boire du café et à regarder le coucher du soleil. Des regrets? Demanda Hank. James a considéré la question. Il y a 1 an, il était marié à une femme qui le voulait mort. Sa famille avait été menacée de personnes en qui il avait confiance. Maintenant, Ruby était en prison, Michael était en prison et ses enfants étaient en sécurité et en plein essor. Non, dit-il finalement. Pas de regret. Même à propos de Ruby. James a pensé à la femme qu'il avait épousée, à la mère de ses enfants, à la personne avec qui il avait construit une vie. Tout cela avait été un mensonge. Ruby ne l'avait jamais aimé. Elle l'avait vu comme un moyen de parvenir à une fin. Et quand il a cessé d'être utile, elle a essayé de le disposer, en particulier à propos de Ruby. Hank hocha la tête. Bon. Certaines personnes ne méritent pas le pardon. Une voiture s'est arrêtée dans l'allée et Skinner est sorti. Elle était devenue une visiteur régulière au cours de la dernière année. Quelqu'un qui a compris ce que cela signifiait d'être trahi par la personne en qui vous avez le plus confiance. Le soir, les garçons, a-t-elle dit, grimpant les marches du porche.
J'espère que je ne m'interromps pas. Jamais, a dit James. Le café est frais. Tess s'est installée dans une chaise et a accepté une tasse de Hank. Elle avait l'air bien, plus saine, plus forte, plus confiante qu'elle ne semblait jamais lors de son mariage avec Michael. Un mot de la cour d'appel, elle a demandé. Né, a déclaré James. L'avocat de Ruby a tenté de revendiquer un avocat inefficace, mais le juge ne l'achetait pas bien. Elle doit rester où elle est. Ils étaient assis dans un silence confortable. 3 personnes qui avaient survécu à la trahison et sont sorties plus fortes de l'autre côté. Vous savez quoi? Aujourd'hui est-il demandé à Tess. Quoi? 1 an depuis Thanksgiving, depuis le jour où tout a commencé, James avait essayé de ne pas y penser. 1 an depuis qu'Oliver l'avait emmené dans le garde-manger pour entendre Ruby et Michael planifiant le meurtre. 1 an depuis que son monde avait explosé. Hank et Tess. Certaines familles sont nées, d'autres ont été faites. Tout ce que Ruby et Michael avaient déjà essayé de détruire. La forge dans son garage portait maintenant un nouveau signe. Danner Forge, fait sous le feu. Comme sa famille, la meilleure affaire a été forgée dans les flammes les plus chaudes.